Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Benjamin Petitjean, maire du village Baïséa Centre-Est, qui est rattaché donc de façon plus globale au réseau le village Baïséa, qui est un réseau national et international. Je vous repose un petit peu le contexte. Donc, je suis Damien Armenté, cofondateur de Superconnecteur, qui est une nouvelle application mobile pour faciliter l'animation des communautés et valoriser l'interaction dans les communautés et de façon plus large dans les écosystèmes pour aider les communautés à prouver leur ROI auprès de leurs adhérents. Dans ce cadre, nous souhaitons donc valoriser les communautés, aussi bien par le produit que par notre communication, et c'est pourquoi nous souhaitons mettre en avant les communautés qui sont des véritables nœuds économiques sur les territoires. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous accueillons le village Baïséa, qui est un véritable nœud sur le territoire. Et Benjamin va donc nous expliquer pourquoi. Bonjour Benjamin. Bonjour. Peux-tu te présenter, s'il te plaît? Bien sûr. Donc, Benjamin Petitjean, c'est ce que disait Damien. Je suis donc maire, puisqu'on parle d'un village. Donc, le village a un maire. Donc, maire du village Baïséa Centre-Est. Donc, c'est l'entité en local donc sur la région lyonnaise des villages Baïséa, qui est donc un réseau national et effectivement et même international, puisqu'on a quelques villages aussi à l'étranger. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à devenir maire? Quel est un peu ton parcours? Qui es-tu pour être le maire du village? Est-ce que tu as Bien. été élu? Alors, il n'y a pas d'élection, hein, c'est pas comme ça. J'ai pas fait de campagne électorale, etc. Donc, ça reste un processus très lié à une entreprise privée. Donc au final, c'est de la nomination en interne. Et moi, j'ai un parcours qui était plutôt dans la transformation des entreprises. Donc, notamment, je me suis occupé de la transformation du Crédit Agricole Centre-Est. C'est-à-dire que c'était vraiment la transformation au sens large. C'était quels sont les nouveaux relais de croissance, quel bon maillage des territoires, qu'est-ce que le manager de demain. C'est la transformation au sens large. Et forcément, quand on parle transformation d'une entreprise, on parle aussi dans un sujet d'open innovation, de relation avec un écosystème de start-up. Et ça tombait plutôt bien puisqu'on avait donc le village Baïséa Centre-Est qui s'était lancé depuis quelques temps, rattaché à la caisse régionale dans laquelle je travaillais. Et donc, j'aurais voulu pas sauter le pas en me disant, bon, bah, j'ai travaillé sur l'accompagnement de mon entreprise sur ces enjeux de transformation. Et ben, comment est-ce que je peux passer de l'autre côté de l'open innovation en accompagnant les startups et des entreprises du territoire diverses et variées dans leurs enjeux de transformation, puisqu'on veut avoir une communauté qui soit vraiment ouverte à la fois aux startups et à des entreprises du territoire. Ok. Alors justement, est-ce que tu peux nous présenter qu'est-ce que le village Baïséa? Comment est née l'idée de créer ce village et quelle est sa mission? Ça marche. Donc les villages Baïséa, c'est déjà une entité qui a été une idée de nos amis parisiens qui se sont dit en 2014, je pense que le Crédit Agricole, dans sa volonté de développement des territoires, d'avoir un impact, on peut aider l'écosystème entrepreneurial et de start-up qui est en train de se monter. Et comment on peut l'aider? C'est notamment comment est-ce qu'on utilise le réseau justement d'une vieille banque de plus de 100 ans pour le mettre à disposition de ces entrepreneurs, de ces projets innovants, pour les aider à se développer. Donc le constat était plutôt positif. Au bout de 2-3 ans, on a fait un retour sur l'expérience qui était plutôt très positif de la part des startups notamment, et de la part des entreprises qui venaient se greffer à l'écosystème, qui sont plutôt des entreprises du territoire, donc des PME, des ETI qui sont déjà bien implantées, qui venaient se greffer à cet écosystème du village Baïséa pour sourcer des solutions. Donc le constat étant positif, ce premier village qui était à Paris fait plein de petits au final sur tout le territoire français pour créer donc le réseau des villages Baïséa, qui est un réseau de plus de 35 villages maintenant en France et en Europe, puisqu'il y a aussi des implantations à Milan, et on a eu à Parme, on a eu au Luxembourg. Et donc, ce réseau en tant que tel, la volonté, c'est d'avoir des communautés. Donc, on a au final deux communautés, puisqu'on a la communauté des villages Baïséa au global, et puis la communauté à chaque fois en local. Donc, ici, le village Baïséa Centre-Est qui a sa propre petite communauté. Alors, quelle est la particularité du village? C'est quoi sa mission? Et comment est-ce qu'elle s'implante ensuite du coup dans son écosystème? Parce qu'il y a beaucoup de concurrence, parce que d'après ce que j'ai compris, vous êtes un véritable accélérateur. Ouais. Donc, comment est-ce que vous vous positionnez par rapport aux différents acteurs sur le territoire et quelle est la valeur ajoutée justement de ce réseau et de cette communauté? Bien sûr. Donc, les villages Baïséa, il y a dans chaque village, au final, donc moi, mon village Baïséa Centre-Est, j'ai deux communautés qui sont là pour être vraiment accélérées à la fois sur un point de vue business et d'un point de vue d'innovation. Ces deux communautés, c'est une communauté de startups sur lesquelles on a un rôle pour les accélérer en tant que tel. Donc, c'est vraiment un accélérateur de business pour les startups.
La volonté, c'est que des startups qui sont déjà un petit peu matures, qui ont déjà une preuve de concept, une preuve de marché, puissent venir et être accompagnées à la fois sur leurs enjeux de structuration parce qu'elles sont en train de grandir et dans leurs enjeux de business parce que on connaît potentiellement les clients, nous, de nos startups qu'on peut accompagner et qu'on peut du coup faciliter des mises en relation. Et donc, l'objectif, c'est de pouvoir accompagner ces startups dans leurs enjeux de croissance. Et puis l'autre communauté qu'on a, c'est la communauté de ce qu'on appelle les partenaires. C'est des entreprises du territoire qui viennent s'associer à la logique d'open innovation que peut porter le village. Donc ces partenaires, ils viennent notamment pour sourcer des solutions d'innovation et du coup pouvoir soit sourcer des solutions en tant que fournisseurs pour eux clients parce que ça peut alimenter leurs enjeux de transformation RH par exemple, soit ils vont aller chercher des solutions plus partenariales pour créer ensemble des nouveaux business parce que une startup a un produit et qu'en en le changeant un petit peu, ça peut convenir pour lancer un nouveau business avec un partenaire. Voilà, c'est cette logique de coopération qu'on veut développer pour qu'on ait des startups qui puissent être à la fois accélérées d'un point de vue business et puis des partenaires qui sont là pour accélérer leurs enjeux de transformation et d'innovation. Donc par rapport à la question de la concurrence, effectivement, alors, je ne sais pas si on peut parler de concurrence au final parce que, je pense que toutes les structures qui accompagnent des startups, ont plutôt, un enjeu de coopération, puisqu'on voit souvent d'ailleurs des startups qui vont picorer à droite à gauche dans les différentes structures qui peuvent les accompagner, ce qui peut les accompagner au mieux, par rapport à tel ou tel sujet. Donc je ne sais pas s'il y a une concurrence en tant que telle, mais je pense que l'élément différenciant qu'on a ici au village, c'est d'une part, le réseau qu'on peut apporter aux startups qui est derrière, qui est juste un réseau qui a un puissant fond, hein. C'est-à-dire qu'à la fois des mentors ou des remises en relation business, c'est quelque chose qui est assez unique et qui est encore plus unique quand on parle du réseau des villages by CA au global puisque, forcément une startup qui rentre ici à Lyon, bah, elle a accès au réseau des villages au global et donc à toutes les structures qui sont implantées sur le territoire. Et puis pour les entreprises, c'est du coup aussi une structure qui est unique parce qu'un écosystème de startups qui en région est unique et qui au niveau du réseau des villages est unique, puisque le réseau des villages, hein, pour donner quelques chiffres qui sont derrière, c'est un peu plus de 1000 startups qui ont été accompagnées depuis le début du réseau des villages. Donc c'est à peu près 600 startups qu'on accompagne là en ce moment et 400 qui sont déjà alumni. Et puis, c'est un peu plus de 600 partenaires, donc des entreprises qui s'associent chacun à leur tour à des villages différents en fonction de leur implantation territoriale, pour sourcer des solutions d'innovation. Donc l'avantage, c'est qu'une startup qui va rentrer à Lyon va pouvoir avoir accès via les différents événements qu'on va organiser à des partenaires qui peuvent être basés à Lille, à Bordeaux, à Toulouse ou des choses comme ça. Alors, comment est-ce qu'on fait pour rejoindre ce réseau de villages? Alors, on fait un fonctionnement qui est plutôt très classique au final, c'est-à-dire qu'on va mettre en place des appels à candidature pour que des startups qui puissent être intéressées par l'accompagnement puissent candidater. Et on va mettre en place, du coup, à partir de là, un processus de sélection. Le processus de sélection, ça va être dans un premier temps, nous, au niveau de l'équipe du village, on va faire un petit filtre qui va être notamment pour s'assurer que par rapport à notre volonté d'être accélérateur, la startup a déjà une preuve de concept, une preuve de marché, et que du coup, elle est bien au bon niveau de maturité par rapport à ce qu'on attend. Et forcément, il faut qu'il y ait un côté innovant, parce que c'est quand même une des volontés qu'on a, c'est d'accompagner des projets qui ont une volonté innovante. Et quand nous, on a fait ce petit choix, on va mettre en place un comité de sélection où là, on a une particularité, c'est que c'est pas l'équipe du village qui choisit les startups qui vont intégrer le village au final, c'est justement nos partenaires, donc les entreprises qui sont partenaires du village. Donc ici à Centrest, on a 16 partenaires. Voilà, on a Signify qui est une branche de Philips, on a la Sodexo, on a Bouygues Bâtiment Sud-Est, on a GL Events, la CNR. Voilà, on a 16 partenaires différents qui vont chacun venir au comité de sélection et qui ont une voix pour pouvoir voter. Donc, le comité de sélection, c'est assez simple. C'est 5 minutes pour la startup où elle va pitcher. Elle va présenter son projet en 5 minutes. Donc, un exercice qui est quand même assez compliqué en 5 minutes. Ensuite, les partenaires vont pouvoir poser des questions pendant 5 minutes. Et ils vont ensuite délibérer entre eux, tout simplement pour qu'ils puissent croiser les regards et se dire qu'est-ce que chacun a pensé de la startup, est-ce que chacun pense qu'elle est intéressante, est-ce que, in fine, le projet innovant qui est porté par la startup, est-ce que tous les partenaires sont d'accord sur le fait que c'est une innovation, ou est-ce qu'en fait, il y a un partenaire qui peut dire que lui, il est un petit peu plus du secteur et il trouve que ça, au final, n'a rien d'innovant parce qu'il pourrait très bien le développer hyper facilement. Et du coup, on a cet échange-là qui permet qu'à la fin, on organise un vote et donc chaque partenaire va voter
une voix pour dire s'ils pensent qu'effectivement, il y a un potentiel pour la startup et que c'est intéressant qu'elle intègre le village. Et là où c'est particulier, c'est qu'on a aussi vraiment cette volonté de se dire est-ce que le village il a la capacité aussi à accompagner la startup. Et donc, on a eu des dossiers qui avaient des startups qui étaient très, très bien, avec des porteurs de projets qui étaient géniaux, mais où dans l'échange qu'on a eu avec les partenaires, on s'est dit, est-ce qu'au final, le village est la bonne structure pour accompagner le développement d'entreprise. Et donc, on a eu parfois des votes où les raisons de non-sélection de la startup, c'était que les partenaires pensaient que ça allait être une très belle PME de demain, mais que le porteur de projet maîtrisait parfaitement son sujet, que les partenaires ne voyaient pas spécialement ce qu'ils pouvaient apporter non plus. Et donc, on s'est dit qu'on en risquait d'avoir un effet déceptif, donc on a préféré dire non, bien qu'on pensait que c'était un projet qui était assez génial, quoi. Et comment vous faites pour, entre guillemets, scinder le sentiment d'appartenance entre je suis une startup et je suis sélectionné pour un programme ou pour un grand compte ou un partenaire qui travaille avec le village ou j'appartiens à le village? La distinction, comment est-ce que le sentiment d'appartenance vous faites pour, du coup, pour le développer bien côté village et pas forcément côté partenaire ou peut-être les deux? Parce qu'il y a un travail d'équilibrisme. En fait, tout à fait. On a ce double enjeu avec cette double communauté de justement faire au maximum faire qu'il y ait une communauté. Donc ça, c'est hyper clé parce que tu commences à rentrer dans les questions d'une part d'un point de vue déjà humain, tu as en fait d'un côté des fondateurs généralement qui sont nos interlocuteurs et de l'autre tu vas avoir plutôt des opérationnels chez les partenaires. Donc du coup, ils parlent pas le même sujet, ils n'ont pas la même temporalité. Enfin, tu as toutes les problématiques commencent à être liées à la relation au final entre une startup et une entreprise. Et puis forcément, un des enjeux, c'est que on arrive à faire fonctionner cette communauté et donc que les startups puissent bénéficier au final de ces partenaires. Et ce bénéfice, il peut être à la fois, dans le meilleur des cas, vraiment une collaboration business qui se met en place, mais ça peut être une collaboration simplement de mentorat parce que et ben, peut-être que le partenaire, il n'est pas intéressé par la solution. Par contre, il peut passer du temps avec elle pour lui faire un retour déjà sur pourquoi il n'est pas intéressé, lui le coacher un petit peu par rapport à ça, et peut-être que du coup, soit la startup va pouvoir améliorer sa solution, soit elle va avoir des billes pour aller voir éventuellement un concurrent de ce partenaire à qui elle pensait que ça pouvait être intéressant, pour lui vendre la solution, et en fait, elle aura déjà été un petit peu coachée, elle aura du coup bénéficié quand même du partenariat. Donc cette communauté, elle est hyper importante, elle est clé. Et l'objectif, c'est au maximum d'arriver à la fois à effectivement traiter les problématiques qui sont spécifiques aux startups et qui vont être traitées qu'avec la communauté, grosso modo, des startups qu'on peut avoir, mais aussi d'arriver à traiter le sujet de globalement cette communauté entre partenaires et villageois. Comment est-ce qu'on arrive à la faire vivre et comment du coup on arrive à créer des événements qui font que de façon soit formalisée, soit informalisée, les startups et les partenaires vont se rencontrer, soit au niveau moi du village en local, soit avec la communauté des villages au global. Vraiment, on a cette volonté de se dire que oui, on a deux communautés à l'intérieur du village, mais qu'elles ne doivent in fine faire qu'une, et qu'il y aura un sentiment de fierté de faire partie du village que si au final on arrive à faire cohabiter ces deux communautés ensemble et qu'elles arrivent à vraiment travailler ensemble, quoi. Et donc, au sein de cette communauté, donc, il y a ce sentiment d'appartenance que vous développez par la valeur que vous apportez en fait en étant un entremetteur de relations. Dans ce groupe pour lequel vous développez le sentiment d'appartenance, comment est-ce que vous animez le noyau dur? Est-ce que vous faites en sorte d'avoir des ambassadeurs ou des personnes un petit peu clés dans la communauté, en dehors de l'équipe d'organisation dont on parlera juste après? Mais parmi les adhérents, est-ce qu'il y a un système de valorisation ou des moyens justement pour faire en sorte qu'il y ait un noyau dur et que ce ne soit pas tout géré par l'équipe? Ouais, l'enjeu chez nous, en fait, c'est qu'on a un modèle, notamment côté startup, qui a deux options. C'est-à-dire qu'on va accompagner soit des personnes qui vont prendre des locaux ici au village, soit d'autres qui, pour des particularités géographiques ou de produits qu'ils peuvent avoir ou des choses comme ça, on va les accompagner sans pourtant qu'ils prennent des locaux. Par exemple, je suis quelqu'un qui fait de l'agroalimentaire, j'ai besoin d'un entrepôt de stockage qui soit froid. Moi, ici, j'ai pas d'entrepôt de stockage, donc on peut quand même t'accompagner. Pour autant, tu restes dans tes locaux qui sont près de ton entrepôt. Et donc, ça fait qu'on a cette double vision. Et la clé, c'est d'arriver à fédérer au final à la fois ceux qu'on appelle donc des non-résidents et ceux qu'on appelle des résidents.
Et donc, pour ce faire, on va notamment s'appuyer sur les résidents, parce que c'est ceux qu'on va voir au quotidien, c'est ceux qu'on va arriver à avoir à la machine à café, qui vont venir passer du temps avec nous sur ce qu'on appelle la place du village, voilà, là où il y a pas une église, hein, mais c'est là où nous, on est en permanence, pour prendre un café. Et donc, faire que eux puissent être nos animateurs de communauté parce que, in fine, ils vont échanger régulièrement aussi avec les autres startups. C'est le principe, qu'elles soient résidentes ou non résidentes. Et donc, c'est eux qui vont être au final nos premiers vecteurs et nos premiers promoteurs pour arriver à créer une vie de village, faire que quand on fait un événement parce qu'on veut faire la Chandeleur, parce que quand on voulait faire la Saint-Patrick, si elle n'était pas tombée pile le jour du confinement cette année, et ben en fait, on est vraiment du monde qui vient et qu'on n'est pas simplement les résidents qui puissent venir. Donc vraiment, c'est ça, ce noyau dur qu'on essaie de chouchouter, entre guillemets, parce qu'on les voit au quotidien. C'est ceux qu'on voit en résident. Et d'ailleurs, étant donné qu'on se rend compte que ce noyau dur, c'est plutôt les résidents, c'est aussi pour ça que on a un village historique qui est ici à Champagne-au-Mont-d'Or, qui est du coup un petit peu excentré du centre de Lyon, qui a la vertu pour autant d'être ouvert, etc. C'est absolument génial, notamment sur la période du printemps et de l'été qu'on vient de passer. Mais c'était aussi un frein par rapport à certaines startups qui ne voulaient pas sortir du centre de Lyon. Et donc, on va ouvrir une autre antenne, une annexe du village, qui va être basée au Jardin du Loup, donc au pied du stade de Gerland, donc vraiment aussi au pied du métro. Et donc, la volonté, c'était aussi de pouvoir proposer du coup, une solution d'hébergement complémentaire qui nous permettra du coup d'augmenter aussi ce noyau dur de startups qui vont être hébergés et qu'on va pouvoir voir au quotidien, du coup, pour vraiment arriver à fédérer la communauté, quoi. Et alors, est-ce qu'il y a des rituels événementiels que vous avez mis en place pour animer justement cette communauté? Alors, on a tout ce qui est, on n'a pas des rituels qui est chaque jour enfin, ou chaque semaine, par exemple, le café des dirigeants ou des choses comme ça. Ça fait partie de choses qu'on a testées où au final on voyait que ça s'essoufflait assez rapidement. Donc, on est plutôt mis en place des rituels qui vont être liés à de l'événementiel. C'est-à-dire que ça va être soit par rapport à ce qu'on peut créer en termes d'ateliers qui sont sur des besoins avec les startups, soit j'évoquais la Saint-Patrick, j'évoquais la Chandeleur. On essaye voilà, de créer des événements qui peuvent être liés plutôt à l'actualité, qui vont être notamment des moments de convivialité, parce que on croit beaucoup, on est des bons vivants, on aime bien prendre l'apéro, boire, manger au village. Voilà, et on croit beaucoup qu'il y a énormément de choses qui se font, pas sur des événements qui sont formalisés, mais plutôt sur des choses qui vont être informelles, où on va pouvoir venir échanger autour d'un verre, des choses comme ça, même si c'est le temps d'un café et qu'on va simplement passer une demi-heure, quoi. Donc c'est plutôt ça qu'on va essayer de créer et on est en train de regarder parce que on doit aussi pivoter entre guillemets par rapport au Covid. Donc on va pas faire un pivot sur l'offre qu'on propose, etc., mais plus sur l'animation qu'on peut faire. Donc typiquement, on est en train de regarder pour pouvoir essayer d'avoir une communauté réellement digitale, ce qu'on n'avait pas du tout jusqu'à présent, misé absolument que sur le physique. Et donc pouvoir créer le Slack ou quelque chose comme ça par rapport à l'équipe village, qui doit aussi permettre, là aussi à nouveau en s'appuyant sur notre noyau dur, de l'animer pour que aussi entre fondateurs, ils puissent davantage partager entre eux sur leurs tips parce qu'ils ont vu de bonnes personnes et que c'est intéressant de doter le contact, leurs besoins éventuellement en recrutement parce qu'il y en a un autre qui aura vu une startup hein, ou quelqu'un en recrutement et qu'il trouve que c'est intéressant. Voilà, on va créer cette communauté digitale aussi pour venir apporter un complément au physique qu'on peut avoir, qui est notre historique, et pouvoir faire que quand en période de confinement, on peut proposer des webinaires comme ce qu'on a fait, mais c'est certainement pas suffisant pour maintenir une vraie communauté. Et donc pouvoir tirer les conclusions du confinement et malheureusement peut-être anticiper d'autres futures mesures qui pourraient arriver bientôt. C'est justement la question que je voulais te poser parce que c'est vrai que alors, pour connaître un petit peu le village à Champagne-au-Mont-d'Or, vous avez un lieu qui est superbe, exceptionnel, mais quand on est en période de confinement ou que là, comme actuellement, on nous préconise de reprendre le télétravail, de rester à domicile, comment cette valeur du coup que vous apportez, vous arrivez à la transposer à tout à distance, peut-être déjà un peu d'expérience avec les non-résidents justement. Comment on fait pour animer, mais du coup, il y a ce noyau dur aussi, et le sentiment d'appartenance qu'il faut réussir à maintenir. Quelles sont déjà les actions que vous avez mises en place en réaction avec la Covid? Et puis après, effectivement, avec une vision un peu plus lointaine. Ouais, tout à fait. Ce qu'on a fait, en fait, au moment du confinement, très rapidement, au niveau du réseau des villages, on s'est en fait tous concertés entre les villages en se disant comment est-ce qu'au final, on est en train de tous vivre la même problématique et comment est-ce qu'on arrive à vivre ensemble et à trouver des solutions ensemble.
Donc, très rapidement, ces organisés ont été, je pense, au final, dans les premiers à créer des webinars, puisque je crois que le confinement est tombé le mardi et que dès le vendredi, on commençait à créer nos premiers webinars, qu'on a voulu qualifier, qu'on a essayé de faire pendant toute la durée du confinement sur des thématiques que pouvaient nous remonter à chaque fois plusieurs startups et qu'on a essayé de traiter. Et donc, c'était des webinaires qui étaient ouverts à l'ensemble du réseau des villages. Ce n'était pas que moi en local qui les portais, parce que c'était des problématiques communes vraiment à l'ensemble des startups. Voilà, au pic, on a atteint jusqu'à 500 personnes sur nos webinars. Ensuite, c'était plutôt 100 de moyenne sur la fin. Mais l'objectif, c'était justement d'avoir ce moment, et c'était là, c'était un vrai rituel qui avait été mis en place parce que c'était tous les jours de 14h à 15h, un webinar différent. Donc, du coup, on avait un vrai rituel pour que toutes les startups du réseau des villages global puissent avoir ce moment où elles savent qu'elles vont avoir un petit soutien par un webinar qui peut être intéressant pour elles. Et ensuite, ce qu'on a fait, qui était moins communautaire justement, c'était plus le suivi au quotidien qu'on arrivait à faire, où on s'était mis avec mon startup manager comme objectif d'arriver à avoir une fois par semaine nos startups pour savoir comment ça va, savoir quelles sont leurs problématiques, et où est-ce que nous, on pouvait essayer de travailler de notre côté pour leur apporter des éléments de réponse, notamment par rapport à toutes les mesures qui pouvaient être mises en place, par rapport à toutes les conditions sur le PGE ou des choses comme ça. Comment est-ce que nous, on pouvait les aider à dégrossir le sujet? Et donc ça, c'était quelque chose qui était plus personnalisé, qui était davantage tiré sur notre expérience justement d'accompagnement des non-résidents. Et donc on a effectivement, c'est ce que tu soulignes un petit peu, on a vu justement cette limite que la communauté, on trouvait qu'elle s'était éloignée quand même. D'ailleurs, en fait, tu le vois, hein, quand au moment du déconfinement, tu as absolument le village qui était plein parce que tout le monde avait besoin de retrouver une communauté, ça montre qu'en fait, ça avait manqué. Et c'est pour ça qu'on veut développer voilà, un petit peu plus le digital, voilà, utiliser un Slack ou des choses comme ça pour justement réanticiper et parce que mine de rien, c'est quelque chose qui apporte aussi quelque chose en plus dans la relation entre nos résidents et nos non-résidents et qui doit pouvoir renforcer ce côté noyau dur parce que on a ce noyau dur qu'on va pouvoir voir au quotidien et où on va pouvoir aussi solliciter pour alimenter ce canal digital. Et du coup, arriver à alimenter cette communication, enfin cette communauté digitale en plus du physique de ce qu'on peut faire, quoi. Ok, super intéressant. Du coup, aujourd'hui, comment vous faites pour valoriser justement l'appartenance à cette communauté? Est-ce qu'il y a un modèle économique qui a été établi aussi bien avec les partenaires qu'avec les villageois? Alors tout à fait. Sur le modèle économique qu'on a au village, en fait, les startups, je sais pas si ça contribue au sentiment d'appartenance de payer, mais en tout cas, moi, je considère que ça fait partie de la vie et qu'une startup qui ne veut pas payer pour des locaux, c'est que elle est pas prête à devenir startup et à développer son entreprise parce que forcément, il y a des charges qui vont avec, quoi. Et le modèle qu'on a, c'est soit elles prennent des locaux ici, donc elles vont payer un prix qui est par rapport au poste de travail, grosso modo. Donc forcément, on a des tarifs à Champagne qui sont ceux qui sont éloignés de Lyon, donc qui sont moins chers que ce qu'on peut trouver généralement par ailleurs. À contrario, les Jardins du Loup qui sont en plein centre de Lyon, on va plutôt être sur des tarifs qui sont normaux, mais en grosso modo, c'est un tarif qui est par rapport à soit l'espace que tu prends, soit le nombre de postes de travail. Et voilà, les startups vont payer par rapport à ça. Et de la même façon, une startup qui est non résidente, elle paye ce qu'on appelle l'équivalent d'un poste de travail ici. Donc en fait, on cache ça derrière un bail commercial qui fait qu'elle a accès à un poste de travail en permanence ici et surtout elle a accès à l'accompagnement qu'on peut proposer. Et ça, c'est une partie au final du modèle économique du village. C'est la partie la moins importante parce que on ne veut pas justement être dépendant. L'objectif, c'est que notre cœur de métier soit sur l'accompagnement des startups, mais pas le cœur de business. Et donc, on a plutôt deux sources de revenus complémentaires qui sont à la fois le fait que ici, le village qui est à Champagne, c'était historiquement, enfin, après avoir été une maison de soyeux lyonnais qui avait un petit parc de 10 hectares pour eux tout seuls, c'est devenu un centre de séminaire qui fait qu'on a récupéré de ce centre de séminaire, notamment un auditorium et des salles de réunion, qu'on commercialise toujours à l'extérieur pour qu'il y ait des entreprises qui peuvent venir faire des séminaires. Donc à l'heure actuelle, on n'accueille par exemple pas de gros séminaires d'entreprise. Par contre, on a beaucoup d'entreprises qui nous disent que chez eux, ils n'ont pas la capacité d'accueillir des réunions de 20 personnes, des choses comme ça, donc ils viennent du coup se rabattre chez nous. Et donc du coup, nous, ça permet de contribuer au modèle économique du village et de proposer des tarifs aux startups qui sont plutôt intéressants ici sur les locaux. Et surtout, les partenaires que j'évoquais, en fait, on leur fait des vrais programmes d'accompagnement dans leurs enjeux de transformation. Et donc, ces vrais programmes d'accompagnement, c'est forcément du temps homme, c'est de la prestation, qui vont du coup aussi payer par ailleurs.
Donc vraiment un modèle qui a trois sources de revenus, qui contribuent pas au sentiment d'appartenance, je pense, mais qui contribuent, n'empêche, à faire vivre un village, à faire vivre une communauté, ce qui est au final hyper important, quoi. Juste pour donner un petit ordre d'idée, si ça te dérange pas, quand on est une start-up et qu'on veut rejoindre le programme, si je veux juste un poste pour moi tout seul et qu'on est deux entrepreneurs, pour avoir un. Ouais, c'est ça. Le poste, en fait, sur un poste de travail, on a 250 euros et ça, c'est vrai à Champagne ou au Jardin du Loup, j'ai pas de sujet. Par contre, ici à Champagne, on a une dégressivité qui est hyper forte, ce qui fait que le deuxième poste est à 150 euros et après, tu es plutôt à 100 euros le poste. À Gerland, on est plutôt sur du 250 euros le poste et tu as le quatrième poste qui va être offert. Ok. Et après, on a des bureaux individuels où là, c'est par rapport à la taille des bureaux, etc. Donc, c'est encore un petit peu différent. Mais voilà. Donc, si je comprends bien, en fait, vous avez donc vos partenaires pour lesquels, en fait, vous allez travailler en collaboration avec eux pour mettre en place un programme d'accompagnement de par votre expérience qui va leur être, enfin, Et, qui va être adapté à leurs besoins. ouais. Et ensuite, vous faites le recrutement des startups par rapport à ce besoin-là, et c'est vous qui faites le travail Ouais. d'accompagnement. Ouais, tout à fait. C'est exactement ça. Et là où tu vois qu'en fait, enfin, ces doubles communautés se retrouvent, c'est que les candidatures de startups qu'on reçoive sont très souvent liées aux partenaires qu'on a. Je m'explique, par exemple, on n'a pas de partenaire sur de la pharma, bien qu'on soit à Lyon. C'est aussi une volonté de notre part parce que les sujets startups de pharma sont très particuliers, mais pour autant, on a un fonds d'investissement qui est rattaché au Crédit Agricole et qui est proche de nous, qui est Crédit Agricole Création, qui aide des startups sur la pharma et qui pourrait être intéressé du coup par l'accompagnement du village en complément. Mais on n'a jamais de candidature de startup parce qu'on n'a pas de partenaire sur la pharma. A contrario, on a un petit noyau sur tout ce qui est immobilier, énergie, environnement, avec la Compagnie nationale du Rhône, avec AP2R, avec Bouygues Bâtiment Sud-Est, avec Signify, qui font que là-dessus, on a beaucoup de candidatures de startups qui sont sur ces sujets immobilier, énergie, environnement, parce que typiquement, on a ces partenaires et du coup, elles savent qu'elles vont pouvoir avoir un accès à ces partenaires sans pour autant que ce soit nécessairement d'un point de vue business et commercial, mais au moins d'un point de vue mentorat, quoi. Donc, on voit qu'on a ces doubles communautés qui s'alimentent au final les unes avec les autres. Et c'est ce qui fait aussi une des richesses du modèle et qui montre que ces doubles communautés créent au final une seule communauté. Ok. Et alors, par rapport au village, du coup, vous êtes organisé comment au niveau de votre équipe? Qui fait quoi? Ouais, alors, on a déjà créé, enfin, on a créé plusieurs postes au final au sein du village. Le premier, qui est un petit peu classique sur la structure d'accompagnement des startups, c'est on a un startup manager. Donc Julien, notre startup manager, lui, son rôle, c'est d'être au plus proche des startups au quotidien. Pour que ce qu'on dit souvent en startup, c'est vous avez un caillou dans la chaussure, venez voir Julien et il verra s'il est capable de vous aider. L'objectif, c'est que ce soit vraiment un partenaire qui soit là pour n'importe quelle problématique que peut avoir la startup, et ben, essayer de trouver une solution, soit dans le réseau direct qu'on peut avoir dans l'écosystème l'approche du village, soit en utilisant l'écosystème plus large qu'on peut avoir avec l'écosystème du Crédit Agricole. Et notamment parce que on a une particularité au Crédit Agricole, c'est que donc si on refait l'historique, hein, c'est une banque mutualiste qui appartient à ses clients, ce qui fait qu'il y a des sociétaires, qu'il y a ce qu'on appelle des caisses locales qui sont des regroupements de sociétaires et qui sont plutôt répartis sur le territoire. Et nous, on a créé une caisse locale qui est dédiée au village, on appelle la caisse locale du village Baïsé à Centre-Est, qui regroupe du coup des clients du Crédit Agricole donc sur toute la région, qui sont intéressés par le modèle du village et qui nous ont dit bon moi en fait je veux bien m'impliquer pour soit aider l'entrepreneuriat en local, soit plus spécifiquement par rapport au village, vous aider parce que moi j'ai des compétences et que je peux m'entourer des startups parce que par exemple je suis ancien DAF d'une entreprise, parce que je travaille à l'export ou des choses comme ça. Soit parce que moi-même, je sais que j'ai un réseau et donc que du coup, je suis capable de solliciter. Donc, du coup, on va aller chercher des mentors au-delà de ça. Et donc, le rôle notamment du startup manager, c'est d'arriver à aller chercher, en fait, c'est d'être le go-between pour aller chercher les bonnes personnes au bon moment pour n'importe quelle problématique que peuvent avoir les startups. Donc, ça, c'est le startup manager, donc un rôle qui est clé pour l'accompagnement des startups. Et on a notamment un autre rôle qu'on a, c'est un happiness manager.
Donc, on a Michael, voilà, au sein du village. Lui, il est là pour faire vivre le village en tant que tel. Donc, c'est notamment le village en physique et pour les résidents, avec l'ouverture donc pour tous les événements qu'on peut faire à nos résidents. Mais c'est lui qui va organiser qui va organiser la Chandeleur, qui va organiser la Saint-Patrick, qui va organiser Halloween ou des choses comme ça, qui va organiser des moments de vie. Et c'est lui qui va être là plutôt pour le bien-être de ceux qui sont ici notamment, en organisant par exemple, en faisant venir un ostéopathe ou des choses comme ça. Voilà. Il est sur le bien-être des salariés au global et c'est lui qui s'occupe aussi de la commercialisation des espaces pour les séminaires d'entreprise, en prenant en charge au global les prestations d'accompagnement sur l'organisation du séminaire. Donc, c'est-à-dire qu'une entreprise qui vient ici, c'est Mickaël qui va s'occuper de trouver le traiteur qui va bien par rapport au type de prestation. C'est lui qui va s'occuper de vérifier que l'agencement de la salle correspond au type de réunion qui vient. Enfin voilà. C'est quelqu'un qui a une formation de maître d'hôtel, donc un centre de service qui est un centre du service qui est hyper fort et qu'on a voulu du coup dupliquer ici au sein du village. Et puis ensuite, j'ai un troisième poste au sein du village, qui est celui qu'on appelle le Transfo Advisor. Donc, c'est plutôt une personne qui va s'occuper justement de la transformation des entreprises, donc plutôt PME, ETI, avec notamment nos partenaires. Donc, c'est elle qui va notamment faire les programmes d'accompagnement à la transformation qu'on peut faire pour nos partenaires. Donc, voilà, quelqu'un qui va être là pour concevoir ces programmes et pour les faire ou pour aller chercher des partenaires éventuellement pour les réaliser, quoi. Et puis moi, voilà, maire, je chapeaute un peu tout ça. Je tire des pinces, voilà quoi, je suis un maire, quoi. Le community builder. Voilà, c'est ça. Ok, et est-ce que vous avez des KPI ou est-ce que vous avez une façon bien à vous de mesurer la satisfaction aussi bien des villageois que des partenaires au sein de la communauté du village? Ouais, bien sûr. La satisfaction, on la mesure. Alors, on a nos indicateurs qui sont liés à la satisfaction, mais pas que. C'est-à-dire que dans les indicateurs qu'on suit notamment, forcément, dans ce qui est en lien avec les startups, on veut être accélérateur, donc on va suivre l'évolution du chiffre d'affaires qu'elles peuvent faire. Là-dessus, en gros, on a un programme d'accompagnement qui est sur 2 ans, généralement, pour les startups. C'est un an renouvelable une fois, donc c'est 2 ans, généralement. Elles font en moyenne x2,5 en termes de chiffre d'affaires. On s'était mis un objectif à x2, donc on est plutôt dans les clous. Ça, c'est le premier indicateur qu'on suit. Le même qu'on suit qui est en lien, c'est le nombre d'emplois qui peuvent être créés par les startups. Donc, on appelle ça des emplois soutenus de notre part avec nos actions. Mais là-dessus, c'est 300 emplois qui ont été soutenus par nos startups depuis les 3 ans qu'a le village ici, puisqu'il a été ouvert en mars 2017. Donc voilà, c'est un deuxième indicateur. Et ces deux indicateurs, c'est les premiers qu'on suit au final auprès des startups parce que c'est des indicateurs qui ont un vrai impact économique sur le territoire, ce qui est, ce que je disais, une des vraies volontés du village initialement. Et le troisième indicateur qu'on suit sur les startups, forcément, c'est les levées de fonds, parce que c'est l'indicateur un peu phare des startups. Je l'aime pas du tout cet indicateur parce que c'est pas du tout représentatif ni de l'attractivité, je pense globalement des startups, ni de leur mode de développement, parce que certaines startups arrivent à très bien se développer sans forcément lever de fonds. Mais c'est un indicateur quand même qui est important et voilà, on est quand même fiers d'arriver à dire qu'on a plus de 100 millions d'euros qui ont été levés par les startups qui sont passées ici depuis 3 ans. Voilà, alors c'est tiré par quelques grosses locomotives, mais ça fait toujours du bien et à la fierté et au sentiment d'appartenance au village de dire que des startups qui sont ici arrivent à lever beaucoup, qu'on a 2 startups qui sont ici, qui sont membres du French Tech 120. Voilà, ça fait partie de ce dont on est plutôt fiers, quoi. Et puis, on a un indicateur qui est un petit peu commun à nos partenaires et aux startups, c'est justement les mises en relation. On parlait tout à l'heure de ce rôle de go-between qui est la clé, de ce rôle de mise en relation. C'est quelque chose qui est cher à Superconnecteur. Typiquement, nous, un des enjeux et ce qu'on suit, c'est les mises en relation qualifiées qu'on peut faire. C'est-à-dire que on a soit un partenaire, soit une entreprise, soit une startup qui nous dit qu'elle recherche des solutions, qu'elle a un besoin d'aide là-dessus sur tel ou tel sujet, et nous, on va aller chercher dans notre réseau quelqu'un qu'on va solliciter directement, qu'on va appeler, à qui on va qualifier la problématique pour savoir si c'est la bonne personne. Et du coup, suivant ce résultat, on va vraiment organiser la rencontre entre eux pour qu'ils puissent se rencontrer. Et donc ça, sur l'année 2019, c'était 300 mises en relation, un petit peu plus de 300 000 relations qui ont été faites voilà, entre nos startups et d'autres personnes, comme les partenaires notamment. Donc voilà, ça, c'est les indicateurs un peu sur l'activité du village, on va dire. Et par rapport à ce que tu disais sur la satisfaction,
Forcément, alors on n'est pas hyper innovant dessus, hein, mais on fait notre propre IRC, donc on fait des questionnaires régulièrement aux startups, à la fois celles qui sortent du village pour connaître quel est leur niveau de satisfaction, et puis celles qui sont en cours d'accompagnement aussi, pour aller se confronter, savoir ce qu'elles en pensent, savoir quels pourraient être nos axes de travail et nos axes d'amélioration. Et on fait de la même chose du côté des partenaires pour que ils puissent aussi nous dire si l'accompagnement qu'on fait leur convient, si les relations qu'ils ont avec les startups leur convient, si l'animation du village leur convient. Voilà, on essaie d'avoir cette vision un peu à 360 degrés par rapport à nos parties prenantes de la satisfaction du village. Alors, tu as mis l'accent justement sur l'aspect mise en relation. J'y reviens du coup, je me permets. Tu disais que tu avais fait vous aviez fait un peu plus de 300 mises en relation. Donc 300 mises en relation avec uniquement start-up et partenaires ou aussi avec acteurs de l'écosystème. Comment est-ce que vous faites pour mesurer ce chiffre d'un peu plus de 300 mises en relation? Ouais, tout à fait. C'est vraiment start-up avec l'écosystème. C'est vraiment l'écosystème par rapport aux start-up. Je mets pas dedans parce que ça arrive, le fait qu'un partenaire, on l'ait mis en relation avec un autre partenaire ou avec une autre entreprise, etc. Ça, je l'ai pas suivi jusqu'à présent parce que ça reste assez anecdotique au final. Mais l'objectif, c'est ces 300 mises en relation, c'est entre les startups et effectivement nos partenaires ou l'écosystème au sens large qu'on peut avoir. Et donc, ces mises en relation, l'objectif, c'est de partir d'un besoin des startups. Soit un besoin business, soit un besoin de mentorat, d'accompagnement parce qu'ils se posent des questions. Et donc, par rapport à ce besoin, nous, on va regarder dans notre écosystème qui pourrait répondre, qui semble la meilleure personne. On va du coup essayer de toucher ces bonnes personnes. Quand on arrive à les toucher, on va les appeler ou leur faire un mail pour leur expliquer la problématique. Et ensuite, si eux nous disent qu'effectivement ils pensent que c'est intéressant, et ben on va faire la mise en relation et même généralement on va jusqu'à organiser le rendez-vous entre la startup et la personne pour s'assurer que ce soit bien fait. Et forcément, nous, on est ou pas dans le rendez-vous où on fait que l'introduction et on part. Enfin, ça dépend un petit peu des cas, de comment ça s'organise. Et ensuite, on appelle généralement la startup et la personne qui a eu le rendez-vous pour savoir un petit peu comment ça s'est passé, s'il y a une suite à donner, si c'est commercial, si ça a été un petit peu plus du mentorat, savoir ce que le mentor en a pensé, quel tips il lui a donné, etc. Et que nous, on puisse le suivre du coup avec la startup. Voilà, on essaie aussi d'avoir ce feedback qui nous permet de s'assurer que on ne s'est pas non plus complètement planté dans la mise en relation et qu'on avait vu juste notamment quand c'est du mentorat, quoi. Ok, super intéressant. Selon toi, quels sont justement les fondamentaux pour bâtir une communauté? Question assez large, mais que tu as certainement déjà éprouvé. C'est ça. Les fondamentaux, c'est au final déjà, c'est d'arriver à avoir tes early adopters, quoi. En fait, c'est un peu la clé du truc, c'est-à-dire que quand tu te lances au final dans un projet, qui va arriver à se lancer au début, croire en cette communauté et du coup faire que tu commences à créer ce petit écosystème, cette petite communauté qui est la clé au final pour arriver à lancer le truc parce que au final, c'est ces early adopters qui vont faire qu'ils vont arriver à en parler autour, à dire que c'est intéressant, ou tu vas aussi prendre des retours d'expérience et toi t'améliorer. Donc l'enjeu, c'est vraiment d'arriver à avoir cette pompe de lancement. Et nous, dans notre cas ici, l'enjeu du coup, c'était notamment d'arriver à aller chercher nos premiers partenaires. Puisque c'est ce que je disais, les partenaires font les startups que tu vas attirer. Et donc ici, quand on a créé le village, au final, on est au premier à aller chercher des partenaires, donc des personnes qui croyaient au modèle. Donc là-dessus, nous, on avait la chance de s'appuyer sur le réseau des villages qui faisait qu'il y avait déjà une communauté qui existait par ailleurs et qu'on avait déjà quelque chose sur lequel on pouvait s'appuyer. Et donc, du coup, on est allé chercher ces partenaires pour qu'on ait déjà nos premiers partenaires. Donc, on avait la compagnie nationale du Rhône, on avait le bâtiment Sud-Est qui était notamment dans les premiers. On avait Sodexo aussi. Voilà, c'était les premiers à croire au projet et c'est avec eux, grosso modo, qu'on a fait nos premiers appels à candidature pour aller chercher des startups et qu'on a pu, du coup, commencer à construire réellement la communauté avec, au début, vraiment, on est parti de rien, hein, donc on s'est beaucoup posé de questions. On a beaucoup appelé les collègues des autres villages pour savoir comment est-ce qu'ils s'étaient lancés, comment est-ce qu'ils arrivaient à réussir à faire vivre cette communauté. Et c'est pour ça qu'assez rapidement, on a créé ce poste d'happiness manager parce qu'on s'est rendu compte au final, ces moments de cohésion, ces moments de convivialité, c'était un rôle qui était hyper clé. Et on a du coup, au final, recruté en premier un happiness manager et ensuite un startup manager qui est arrivé quelques mois après. Parce que on a d'abord voulu créer et fédérer la communauté avant d'arriver à se staffer au final sur comment est-ce qu'on est capable d'accompagner au plus proche les startups.
Donc, c'est pour ça que la volonté, c'était vraiment faire vivre, et notamment là-dessus, on s'est appuyé sur le lieu. Alors, si on devait se lancer pendant le confinement, ça aurait été beaucoup plus compliqué, mais c'était comment est-ce qu'on fait vivre le lieu, et après, comment est-ce qu'on arrive du coup à accompagner les startups. Ok. Et aujourd'hui, votre écosystème, il est constitué de quel type d'acteurs de façon plus large? Parce que donc, tu as les partenaires, les villageois que sont les startups, et ensuite votre écosystème, il est constitué de quel type d'entités, pourquoi pas même qui, si on peut les nommer. Alors, tu as un écosystème au final qui est énorme et enfin, tu as à la fois ce qui est lié au Crédit Agricole, qui fait que tu vas tirer avec ça un fil qui est assez dingue, c'est-à-dire que on arrive, grâce à notamment nos chargés d'affaires entreprises, qui sont ceux qui financent des entreprises sur le territoire, à se dire avec nos startups quels sont types côté entreprise, et du coup, nous, à voir qui peut être connu du coup par nos chargés d'affaires et avec qui on peut essayer d'avoir une mise en relation. Donc là, par exemple, on a une startup qui vient d'intégrer le village qui s'appelle Treaty Market. Il veut s'adresser à des distributeurs alimentaires, notamment pour les boulangeries-pâtisseries, donc plutôt ceux qui fournissent les boulangeries-pâtisseries. Typiquement, on s'est dit au final sur la région qui sont tes cibles et on a regardé du coup lesquels on connaissait pour essayer de favoriser des mises en relation, faire des rendez-vous qualifiés du coup par rapport à ça. Donc, du coup, tu as un écosystème par rapport à ça où je suis même incapable de te dire qui, parce que c'est au final une entreprise sur 4 du territoire qui est avec les clients du Crédit Agricole et qu'on peut potentiellement arriver à toucher. Et puis, on a ce qu'on a structuré. Donc, par exemple, on est depuis 3 ans maintenant au conseil d'administration de la French Tech, avec cette volonté justement de s'associer à l'écosystème, de contribuer à l'écosystème au global, qui fait qu'on ne va pas forcément toucher tout le monde, hein, et on n'a pas des relations avec tout le monde, mais c'est la volonté simplement qu'on puisse apporter notre pierre à l'édifice et à la construction de French Tech One, initialement le French Tech, et du coup d'arriver à faire vivre et à faire briller French Tech One, quoi. Et de la même façon, on s'est associé parce que Crédit Agricole, parce que agriculture in fine, etc. On s'est associé plus particulièrement aussi au réseau thématique Food Tech, qui a été structuré notamment par l'ISARA avec Jérôme Slatov, qui est le référent thématique, parce que c'est un écosystème qui nous tient à cœur, parce que moi, j'ai des partenaires et du coup, j'ai pas mal de startups aussi sur la Food Tech. Et donc voilà, ça fait aussi un autre écosystème auquel on s'est associé pour qu'on ait en fait quelques drapeaux sur le territoire qui nous permettent de s'associer à eux. Super intéressant, je te remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, il nous reste encore quelques minutes à travers le chat ou directement dans l'onglet questions à la droite sur la droite de votre écran. Une dernière question pour toi. C'est un bon community builder, un bon animateur de communauté. Quelles sont ses qualités et, quelles sont les actions réellement qu'il doit mettre en place? Voilà. Pour toi, ce serait quoi la bonne définition? Alors, faut soit avoir un estomac bien fait, soit être très bon vivant déjà de base, mais en gros, il faut soit avoir une bonne tolérance au café, bonne tolérance à l'alcool, bonne tolérance à tout ça, parce que ça, c'est un peu la clé. Donc voilà, je pense que la base, c'est ça. Mine de rien, enfin, je dis ça en rigolant, mais c'est hyper important. C'est-à-dire que, enfin, moi, je suis là très tôt le matin parce que je me suis rendu compte que le seul moment où j'arrivais à bosser dans la journée, c'est quand il y avait personne au village. Parce qu'après, quand il y a du monde qui arrive, tu es sûr que tu en as un sur deux qui te dit allez, on prend un café ou des choses comme ça. Et mine de rien, c'est la clé pour la communauté. Et donc, si je restais dans mon coin sur mon poste à dire non, 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 il faut que je travaille, je sais que ça ne marcherait pas. Et donc, mine de rien, c'est ce côté être prêt voilà, à un moment à se dire que ouais, je suis arrivé à 7 heures et qu'à 7 heures, la journée, elle est quasiment déjà finie parce qu'il y a du monde qui commence à arriver et que les cafés s'enchaînent, etc. Et qu'après, tu as les réunions de la journée. Voilà, donc je pense que la clé pour être un community builder, c'est le final, c'est ce côté relationnel, ce côté empathique, qui fait que tu sais que tu vas devoir passer du temps avec plein de monde et que c'est le côté humain qui fait que tu crées des communautés parce que c'est l'homme qui est au cœur de la communauté et qui fait que tu vas arriver à fédérer du monde, à faire que tu échanges et que de façon informelle, tu apprends au café qu'il y en a un qui au final souhaiterait faire un atelier et que toi tu peux l'aider à monter cet atelier de travail. Voilà, ça c'est un peu la clé, c'est comment est-ce que tu es capable d'être au final hyper présent pour passer du bon temps et échanger avec les gens. C'est une très belle phrase de fin. L'empathie, la qualité, Exactement. le relationnel, l'écoute, du coup, la capacité à comprendre les besoins de chacun. Ouais. Et donc à comprendre l'humain pour bâtir une belle communauté et pouvoir l'animer. Merci beaucoup, Benjamin.
Merci à toi pour l'invitation. C'est un grand plaisir de pouvoir partager cette expérience du village. C'était top. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce Community Talk. Vous pourrez très bientôt le retrouver en replay directement sur notre site. Je vous invite d'ores et déjà à vous inscrire éventuellement, si vous le souhaitez, pour la semaine prochaine, notre prochain Community Talk, qui sera avec l'IME, l'Institut du mentorat entrepreneurial de la CCI de Paris. Historiquement, la première organisation de parrainage et mentorat créée en France, une véritable communauté à la dimension vraiment nationale. N'hésitez pas à vous inscrire, je vous partage le lien directement vers notre site pour retrouver le programme de ce Community Talk et vous inscrire ensuite sur Livestorm. Et très prochainement, nous allons annoncer une nouvelle série, bien évidemment, de Community Talk. On continue sur notre lancée pour le mois d'octobre. Et je tiens à vous annoncer que très prochainement, nous allons lancer la nouvelle application Super Connector. Donc, pareil, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé pour tester gratuitement l'application dans votre communauté, pour avoir l'annuaire des membres dans votre communauté, que chaque membre puisse s'identifier, s'envoyer des messages, s'entraider en se mettant en relation et partager de l'actualité sur votre communauté autour de ces événements, sa communauté, mettre en avant les membres, voire faciliter l'entraide en mettant en avant les besoins de chacun. N'hésitez pas à nous contacter, on pourra vous mettre dans les bêta-tests au lancement de l'application dans les prochains jours. À très vite. Merci beaucoup encore, Benjamin. Merci Damien, à très vite. Et à très bientôt pour un prochain Community Talk. À bientôt, merci.